Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. L'Amérique du Sud est un véritable terrain fertile pour les observations d'OVNI, mais nous n'en connaissons qu'une infime partie. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans des cas fascinants provenant de l'Uruguay. Vous allez voir, ils sont particulièrement intéressants. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Allez, c'est parti, direction l'hémisphère sud, cap sur l'Uruguay. Nous sommes le 28 octobre 1972 et il est environ 22h sur l'île de Lobos, une petite île au large de la côte uruguayenne située à la confluence du Rio de la Plata et de l'océan Atlantique. 5 membres de la marine, le caporal Juan Fuentes, José Gomez, Héctor Jiménez, ainsi que l'officier responsable Francisco Cascudo et l'opérateur télégraphique, José Lima, jouaient aux cartes après leur dîner. Fuentes regarda sa montre et s'excusa pour effectuer ses tâches d'inspection du générateur. Les générateurs se trouvaient près du phare, en face des baraquements et des logements des hommes. Alors que Fuentes sortait du phare, il vit une lumière au-dessus du générateur. Il s'arrêta net. Pour lui, les lumières ressemblaient au phare d'une voiture. Il recula et rentra à l'intérieur. Sans prévenir aucun des autres hommes qui se trouvaient de l'autre côté du bâtiment, il alla récupérer son pistolet. Il retourna ensuite à l'extérieur et s'approcha du générateur au pied du phare. Il pouvait maintenant voir que quel que soit l'objet, il y avait plusieurs lumières de plusieurs couleurs, du jaune, du blanc et même du violet. Fuentes continua d'avancer, mais lentement et prudemment. Il pouvait voir une silhouette à la base de l'objet mystérieux se déplacer. Puis il remarqua une deuxième silhouette qui descendait de l'objet. Immédiatement après, une troisième silhouette émergea, celle-ci plus grande que les deux premières. Il estima que la plus grande silhouette mesurait environ 1,80 m, tandis que les deux premières semblaient plus proches des 1,60 m. C'est alors qu'ils se retournèrent tous les trois pour faire face à Fuentes qui approchait. Il s'arrêta immédiatement. Son premier réflexe, en partie par peur et en partie en raison de son entraînement militaire, fut de lever le pistolet en position de tir. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à étendre complètement son bras, quelque chose l'en empêcha. Fuentes s'efforça plus tard d'expliquer ce qui l'en empêcha. Il décrivit une sensation de vibration dans son bras, ainsi qu'une sensation de paralysie et d'incapacité à soulever l'arme. Fuentes se souvient également d'une étrange communication, presque télépathique, lui disant de ne pas tirer, car c'est inutile. Il resta là où il était, remarquant que les personnages se déplaçaient lentement et maladroitement. Il se rappellera plus tard avoir pensé que les combinaisons qui couvraient tout leur corps devaient être extrêmement lourdes. Il a également déclaré que les personnages avaient des têtes allongées. Bien que cela corresponde peut-être aux descriptions d'extraterrestres gris, il est plus probable qu'il s'agisse d'une sorte de couvre-chef ou d'un chapeau, probablement même une partie de la combinaison elle-même. Après quelques instants, certainement pas plus d'une minute, les êtres commencèrent à rentrer dans l'engin, qui avait lui-même une apparence métallique. Alors que chacun des personnages rentrait à l'intérieur de l'objet, il était évident pour Fuentes, d'après les mouvements de leur corps, qu'ils montaient une sorte d'escalier pour le faire. Puis, la porte se referma avec un mouvement latéral et l'engin commença à s'élever directement vers le haut. Lorsqu'il fut légèrement plus haut que le sommet du phare, une boule de feu brillante jaillit du dessous et l'engin disparut à une vitesse vertigineuse. Fuentes resta là un moment à observer le ciel. Content qu'aucun autre objet mystérieux ne se trouvait au-dessus de lui, il retourna à l'intérieur. Lorsqu'il arriva là où le reste de l'unité jouait aux cartes, tous remarquèrent à quel point le jeune caporal était pâle et qu'il avait encore son pistolet dans les mains. Il les informa de ce qu'il avait vu. Tous les hommes firent peu de cas de cette observation, bien que Cascudo ait tranquillement pris note des détails. Bien que cela ne soit pas certain, il semblerait que ce dernier ait transmis le rapport à un supérieur, car peu après l'incident, Fuentes a reçu l'ordre de rendre compte à un officier militaire de haut rang de cette affaire. Cette fois, les détails ont été méticuleusement enregistrés et le récit de Fuentes a été traité avec beaucoup plus de sérieux, à tel point que 2 agents spéciaux de l'ambassade américaine ont parlé à l'officier de haut rang dans une pièce annexe immédiatement après son entretien avec Fuentes. L'intérêt des militaires et de l'ambassade américaine cessa alors, du moins officiellement. Pour ce deuxième cas, qui se passe pendant l'été 1979, nous partons pour l'aéroport international de Carrasco situé sur le territoire communal de Ciudad de la Costa. Ornar Bera était le seul contrôleur aérien présent ce matin-là dans la tour de contrôle, son coéquipier étant tombé malade et ayant quitté son poste plus tôt. Il témoignera. Je me souviens que Pluna avait encore des avions Vickers. L'un d'eux revenait à Montevideo depuis l'aéroparc, après un dernier service retardé, probablement le vol 203. À cette époque, les avions devaient passer la nuit chez eux, vous savez. Il était tôt le matin. Lorsque le contrôle m'a été transféré, mon collègue au centre de contrôle m'a dit « Ornar, il y a un problème avec le pilote de Pluna. Il affirme que quelque chose le suit depuis Colonia. » J'ai demandé au pilote de se diriger vers la position Tigre, située à environ 50 km à l'ouest de Carrasco, près de la prison de Libertad.
À ce moment-là, le centre de contrôle de Montevideo n'avait pas la possibilité d'observer à l'ouest. Donc ils m'ont appelé, sachant que je pouvais voir ce qui se passait. La vision nocturne est excellente, vous pouvez voir une lumière même à 110 ou 130 km. Le pilote est entré sur ma fréquence plus tôt que prévu, me demandant si je voyais quelque chose. J'ai confirmé que oui, 2 lumières, l'une forte correspondant à l'avion, et une autre à gauche de l'avion, inhabituelle celle-là. Lorsque l'avion a atteint la position Tigre, je l'ai autorisé à descendre à 900 mètres, à environ 16 km de l'aéroport. De cette position, les longues vues de l'aéroport permettent de tout observer parfaitement. Le pilote militaire, un colonel et son copilote civil étaient très nerveux mais fascinés. Ils ont décrit l'objet comme étant à la taille de leur avion, le Vickers pouvant transporter environ 60-70 passagers. L'objet suivait leur manœuvre, s'ajustant à leur virage comme s'il était attaché à eux. Et à un moment donné, il est passé sous l'avion pour se repositionner à droite, légèrement en avant. Il montait et descendait intentionnellement. Je leur ai proposé un atterrissage direct sur la piste 6, mais le pilote a préféré faire un passage à basse altitude avant d'atterrir sur la piste 24. L'objet a alors dérivé vers le sud-est, s'élevant à environ 40 degrés au-dessus de l'horizon, où il est resté stationnaire. Une fois au sol, l'équipage et le personnel de l'aéroport ont observé l'objet. Il était ovoïde, avec une surface laiteuse et une lumière comparable à celle de la Lune, mais légèrement plus grand et allongé. L'objet est resté visible environ 40 minutes avant de se déplacer brusquement vers l'ouest, puis vers l'est, accélérant à une vitesse vertigineuse avant de disparaître. En conclusion, Vera affirme: je ne peux pas dire ce que c'était, mais ce n'était pas un avion. L'Uruguay est doté du CRI d'OVNI, qui est un organisme officiel dédié à l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Fondé par l'armée de l'air uruguayenne en 1979, il a pour mission principale d'enquêter sur les observations d'OVNI signalées dans l'espace aérien du pays. Voici ce que révèle son rapport d'enquête sur le cas du vol 203. En 1979, un vol entre Buenos Aires et Montevideo a été témoin d'un phénomène aérien inhabituel. L'équipage a aperçu un objet lumineux et elliptique à la hauteur de Colonia, à environ 600 mètres d'altitude. L'objet a suivi l'avion pendant 45 minutes avant de disparaître brusquement. Aucune activité aérienne enregistrée n'a pu expliquer sa présence. L'OVNI a également été observé par des témoins au sol, notamment des techniciens de l'aéroport Carrasco. Ces derniers ont confirmé sa trajectoire et ses caractéristiques inhabituelles. Selon les conclusions du CRI d'OVNI, les probabilités d'un phénomène conventionnel ont été évaluées à 7% contre 93% pour un OVNI. Le rapport souligne l'absence de trafic aérien signalé et l'impossibilité technique d'une mise en scène frauduleuse sur une telle distance. Ce cas est considéré par le CRI d'OVNI comme un des plus crédibles grâce à la multiplicité et à la qualité des témoignages. Et voilà, notre voyage au cœur de l'Uruguay touche à sa fin. Que pensez-vous de ces 2 cas fascinants ? Si vous avez entendu parler d'autres affaires similaires provenant de ce pays, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous cette vidéo, ça m'intéresse très fortement. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI. Ciao.